Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours aujourd'hui le mercredi 16 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, à la partie qu'il consacre à Platon. Alors, je prends prétexte de ce texte pour dériver bien souvent, au hasard de cette lecture que je découvre en même temps que je lis, vers ma théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je le signale toujours en début de ces vidéos parce que voilà, ces vidéos sont lues bien souvent par hasard et ça précise un petit peu le sens de ce travail, qui n'est pas un travail d'universitaire, un travail de philosophe de métier, on va dire, et voilà, c'est plus un travail d'intuitif. Je réclame quand même le droit de me penser philosophe, mais un philosophe intuitif. C'est pour ça que j'ai appelé ma philosophie naïve du devenir humain. Et voilà, donc je commence ma deuxième lecture de Platon. C'est le premier chapitre, l'ambiance dans laquelle Platon existait. C'était la Grèce de l'époque. Les hommes se risquèrent à des explications naturelles de phénomènes et d'événements que l'on attribuait auparavant à des causes ou à des puissances surnaturelles. Il parle de l'époque de la Grèce, voilà, l'époque Platon-Aristote. La magie et le rituel cédèrent peu à peu le pas à la science et au contrôle. Et la philosophie commença. Cette philosophie fut d'abord une philosophie physique. Elle se porta sur le monde matériel, cherchant quel était l'élément dernier et irréductible des choses. Ils essayaient de comprendre l'origine de la matière. C'est extraordinaire quand on y réfléchit. Voilà, on aimerait, quand on s'intéresse à la connaissance, déambuler autour de ces Grecs en silence, en secret peut-être, de façon invisible, et les regarder chercher, essayer de comprendre comment ce monde était fait, de quelle matière il était fait, qu'est-ce que c'était que cette matière, etc. La découverte, en fait, la curiosité qui explose à ce moment-là. Je pense qu'elle a explosé de tout temps et bien avant, à partir de la naissance de la conscience, bien sûr. Mais voilà, on aimerait voir ces penseurs au travail. L'aboutissement naturel de cette ligne de pensée fut le matérialisme de Démocrite, 460-360 avant Jésus-Christ. Il a vécu 100 ans, le petit... donc combien? Eh oui, 100 ans. Eh bien. En réalité, il n'y a que les atomes et l'espace, écrit-il. Ce fut un des principaux courants de la spéculation grecque. Il se déroba pour un temps à l'époque de Platon pour reparaître chez Épicure, 342-270, et se répandre en torrent d'éloquence dans la poésie de Lucrèce, 98-55, avant Jésus-Christ. Mais la philosophie grecque prit son développement le plus caractéristique et le plus fécond avec les sophistes, ces maîtres de sagesse ambulants, repliés sur eux-mêmes et s'interrogeant sur leurs propres pensées et sur leur nature plutôt qu'attentifs au monde des choses. Voilà un petit peu l'époque où ça se passe. Et
Donc l'origine, c'est un peu Démocrite. En réalité, il n'y a que les atomes et l'espace, qu'il dit donc. Et sur la mécanique universelle, il y a un chapitre que j'ai intitulé « L'amour est dans l'atome ». Parce que pour moi, l'amour, c'est le divin. Le divin, c'est le principe créateur de l'univers. Il y a un principe, pour moi, il y a un principe créateur de l'univers, un système dont on ne peut même pas imaginer ni la forme, ni la nature, ni quoi que ce soit. Peut-être un vide palpitant, voilà, on ne peut pas savoir ce que c'est. En tout cas, ce principe créateur est d'essence et l'essence de l'amour, puisque à un moment de l'évolution de sa création, où apparaît la terre, le vivant, cette évolution du vivant jusqu'à l'homme, il y a de l'amour qui apparaît. Et donc, si l'amour apparaît, l'amour tel que nous le connaissons, et qu'on pourrait regarder sous l'œil de Platon dans le banquet, qui commence dans les pulsions et finit en apothéose avec Diotime, sur l'amour sublime, extatique, on va dire. Donc si ce principe créateur portait en lui le germe, l'essence de cet amour absolu que l'homme peut incarner, et peut-être pas que l'homme, sur la mécanique universelle, je dis que les baleines ont atteint cet état d'amour absolu, d'extase. C'est que l'amour est la nature de ce divin. Et donc, l'amour incarné, il est chez l'homme, il était chez les primates de nos origines, il était dans l'espèce avant les primates, avant que nous soyons des primates, avant que nous soyons des mammifères, avant que nous soyons des reptiles, avant que nous soyons des éponges, avant que nous soyons une cellule, il y avait déjà dans la cellule le potentiel d'amour que nous connaissons. Il y avait le germe de l'amour que nous connaissons. Mais ce germe était déjà avant la cellule. Il était déjà dans les molécules qui ont créé la première cellule vivante. Et il était avant cette molécule, dans les atomes qui composent cette molécule. Et il était à l'intérieur de cet atome, dans la partie même immatérielle la plus infime, lorsqu'on casse l'atome, lorsqu'on le fracasse pour atteindre sa base. C'est tout le travail extraordinaire des physiciens actuels et qui rejoignent finalement ce Démocrite qui ne sait pas ce que c'est que l'atome, mais qui peut le concevoir dans sa tête et qui n'a aucun moyen de regarder le microscope, tout ça, ça n'existait pas. C'est extraordinaire qu'il ait cette intuition. L'intuition, c'est la base de notre créativité, de l'humanité. Et donc, dans cet atome, il y a déjà, dans le quarks, l'amour. C'est pour ça que j'écris « L'amour est dans l'atome ». L'amour, c'est le quarks. Et c'est peut-être plus bas que le quarks encore, quand s'ils arrivent à distinguer plusieurs choses dans le quarks, à séparer encore des éléments encore plus archaïques, encore plus petits, eh bien, ça sera ça, l'atome. Mais en tout cas, et on arrive au vide. Eh bien là, il y a l'amour, pour moi. Il y a le principe créateur. Il y a déjà
l'essence de l'amour, qui, tout au long de sa progression, finira en extase chez l'homme. Et pourquoi l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection, l'extase? Parce que c'est la réunion avec le divin. L'extase, c'est le moment où l'homme ressent le divin, est en contact absolu avec le divin. Il est dans l'immédiat absolu, il est dans l'état d'immédiat absolu, l'esprit vide, absolument vide de pulsions, de tout ce qui fait, juste jubilant de l'instant présent, jouissant de l'instant présent, en permanence. Donc l'instant présent qui se prolonge, puisque c'est ça, c'est que des instants présents les uns derrière les autres. Et dans l'état d'extase, on est dans ce présent qui continue tout le temps. On est toujours au présent, et pourtant il avance ce présent. Et là, on est en communion absolue avec le divin. Donc pourquoi c'est cela plutôt que rien, ou qu'autre chose, cette finalité? Je ne sais pas. Peut-être que si l'ensemble de l'humanité atteint cet état d'extase, le monde s'ouvre, je ne sais pas, on passe sur une autre dimension. Qui sait? Qui sait la force de cette chose? Qui sait ce qui peut être le moteur de tout ça? Peut-être rien, peut-être c'est juste une interprétation et au fond, il n'y a rien, il n'y a pas de principe créateur, les choses sont faites comme ça. C'est mon point de vue. Mon point de vue, il est qu'il y a un principe créateur et que l'extase, c'est la réunion avec ce principe créateur. Mais évidemment, toutes les versions sont possibles puisqu'on ne peut pas prouver encore ce qui se passe. Mais pour moi, l'avenir le prouvera. Les scientifiques démontreront ce que c'est, démontreront que avant l'univers, à l'origine de l'univers, il y a quelque chose comme ceci, comme ça. Ça prendra peut-être 100 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas. Mais l'humanité est longue, elle a le temps, finalement. Si elle rectifie bien le tir, chose qu'elle est en train de commencer à faire. Si elle commence à vraiment chercher à agir le mieux possible pour elle-même. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour plus d'informations à ce niveau. Je continue ma lecture. Tous avaient du talent. Donc il parle des sophistes. Gorgias et Hippias entre autres. Et beaucoup étaient profonds. Protagoras et Prodicus par exemple. On trouverait difficilement un problème ou une solution dans notre philosophie de la pensée et de l'action qu'il n'ait conçu et discuté. Ils mettaient tout en question. Les tabous religieux et politiques ne les impressionnèrent pas. Et sans vergogne, ils citèrent toute croyance et toute institution devant le tribunal de la raison. En politique, ils se partageaient en deux écoles. L'une, à la manière de Rousseau, que par nature tous les hommes sont égaux et ne deviennent inégaux que par des institutions de caste, que la loi est une invention du fort pour dominer et asservir le faible. Une autre école, à la manière de Nietzsche, soutenait que la nature n'est ni bonne ni mauvaise, que les hommes naissent inégaux, que la morale est une invention du faible pour réfréner le fort, que la force est la suprême vertu et le suprême désir de l'homme, et que de toutes les formes du gouvernement, la plus sage et la plus naturelle est l'aristocratie. Cette attaque contre la démocratie s'autorisait sans doute de l'avènement à Athènes d'une minorité de riches qui s'appelait le parti oligarchique
et dénoncer la démocratie comme un régime d'incompétence. Qu'est-ce que nous sommes proches de ce moment historique? Qu'est-ce que nous sommes proches de ce moment historique? Mais il y a des similarités incroyables, mais entre ces Grecs et nous, il y a eu évolution. Et en traçant une ligne, par exemple, entre ces Grecs, nous, et on la trace dans le futur, on arrive à un certain moment, au bout de cette ligne, dans 100, 1000, 2000 et 3000 ans, à l'état de perfection, à la paix universelle, à l'amour universel, au dépassement absolu du sophisme, de la démocratie aussi, de toute gouvernance autre que par soi-même. Donc on aura atteint une chose qui est d'avant-garde, mais qu'on a déjà conçue, comme les Grecs avaient déjà imaginé la démocratie, et qu'on l'a repris il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Mais une chose, donc, un concept politique qui a déjà été conçu, qui s'appelle l'anarchie, qui est le gouvernement de soi par soi, pour soi, enfin pour soi, mais avec les autres, mais sans avoir besoin de gouvernement, c'est-à-dire la responsabilité absolue de chacun envers les autres, la bienveillance absolue, etc., etc. Donc ce mouvement qu'on dit anarchique, anarchiste, qu'on a pu trouver contestable, qu'on a pu contester, dont on a pu contester certaines dérives, la violence, ou je ne sais pas, voilà, des choses comme ça, et bien en fait c'est un mouvement, selon moi, d'avant-garde, qui concerne un moment futur de l'humanité. Comme le communisme, le marxisme, le communisme, par certains côtés, ses meilleurs côtés, en écartant les plus mauvais, et aussi dans l'avenir de notre évolution. Il se joindra au libéralisme, il fusionnera avec le meilleur du libéralisme pour donner naissance à un système symbiotique, respectueux d'autrui, universaliste, comme le fut par exemple l'URSS avec toutes ses provinces, etc. L'utopie était de vivre tous en paix, en respect mutuel, en admiration mutuelle, et avec une même vision universelle qui concernait que le bloc URSS, plus ou moins, enfin, peut-être étendu au bloc communiste chinois, au communisme de Cuba, etc. Et ces valeurs-là, elles étaient extraordinaires. Elles ont été jetées avec l'eau du bain quand le libéralisme a vaincu le communisme et qu'il a voulu en dégrader toute l'image pour rester le seul tout-puissant narcissique du moment. Mais c'est juste une période, cet ultralibéralisme que nous connaissons. Il est en voie d'extinction, en voie de métamorphose, de fin. On le discute, on le critique, on le déprécie, on voit ses travers, et donc il va falloir qu'il cède le pas, et soit qu'il vive sa belle mort, soit qu'il inclut la partie positive du communisme, par exemple, pour donner naissance à un libéralisme symbiotique, par exemple. C'est ce que je dis sur la mécanique universelle. Je continue ma lecture. Donc la forme de gouvernement la plus sage et la plus naturelle est l'aristocratie.
c'est une pensée tout à fait nietzschéenne. Et je critique cette vision. Elle est passéiste, elle a sa valeur, elle a son importance, etc. Mais c'est une vision du passé. C'est celle qui a été reprise par les dictatures, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on laisse derrière nous. L'humanité vise... il n'y a pas, à mon sens, l'aristocratie à son horizon. On va vers toujours plus de démocratie, vers une meilleure démocratie, vers un meilleur système démocratique, voilà, dans l'avenir. Donc cette attaque contre la démocratie s'autorisait sans doute de l'avènement à Athènes donc d'une minorité de riches qui s'appelait le parti oligarchique et dénonçait la démocratie comme un régime d'incompétence. En un sens, cette démocratie que l'on dénonçait était fort mitigée. Sur les 400 000 habitants d'Athènes, 250 000 étaient des esclaves, sans aucun droit politique. Et sur les 1500 hommes libres, ou citoyens, un petit nombre seulement se présentait à l'ecclésia, ou assemblée générale, où se discutait et se décidait la politique de l'État. Il y avait quand même 400 000 habitants à Athènes. Il y avait du monde finalement. Donc voilà, j'aimerais bien aussi être transporté à cette époque. Et il est possible peut-être que l'humanité découvre le moyen dans 500, 1000 ans, 1500 ans, je ne sais pas, avec la puissance de créativité qu'elle a, l'humanité, et en plus l'accélération de cette puissance maintenant. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas imaginer que ça soit possible de se transporter et de vivre ce moment, de ramener ce moment à la vie. Ou de façon holographique, je ne sais pas, ou peut-être le retrouver, arriver dans une poterie à ressortir les sons et les images de l'époque, à l'époque, au moment où le potier était en train de tourner sa pièce. Peut-être qu'on pourra lire, comme sur un disque de cire, ce qui se passait à l'époque. Qui sait? Ou dans autre chose, voilà. On ne peut pas repousser ces idées comme totalement farfelues. Elles sont curieuses, mais possibles. Cependant, cette démocratie n'eut jamais depuis son égal. L'Assemblée générale constituait le pouvoir suprême, et le corps officiel le plus élevé, le dicastérion, se composait de plus de 1000 membres, de façon à rendre la corruption onéreuse. Parce que voilà, ils avaient quand même une pensée très importante. J'ai écouté ce matin le chapitre 6, je crois, du Platon qu'on voit sur les chemins de la philosophie. C'était Madame Cantos Perbert qui commentait. Et donc, on peut voir à quel point l'intelligence de Platon, justement, sur ce que peut être un bon système politique, était d'avant-garde à l'époque. Et qu'il était question d'écarter. Le problème de la corruption était réfléchi par ces Grecs. Et en fait, ils avaient quand même une réflexion profonde sur ce que devait être un homme politique et comment faire pour qu'il soit le meilleur homme politique, comment faire pour qu'Athènes ait les meilleurs gouvernements possibles. Ils pensaient à tout ça. On ne pense pas à ça. On pense à élire, à sortir un chef, à être élu, à se gargariser du pouvoir, etc., à avoir du pouvoir, à faire partager toute cette position stratégique
à son clan, à ses amis, à ses connaissances, etc. Et on oublie la base qui devrait être l'éthique et le service rendu à son pays et à l'humanité. Lorsqu'on a atteint un tel degré, c'est-à-dire devenir chef d'État ou ministre, voilà, d'être dans cette petite partie des hommes qui sont là en démocratie pour faire le bien du peuple, qui est son souverain, qui est leur souverain, pour appliquer les meilleurs, pour appliquer sa philosophie, sa pensée, son état d'âme, son éthique. Et le peuple a une éthique extraordinaire, si on y réfléchit vraiment, si on ne le maltraite pas, si on ne l'abuse pas, si on n'essaye pas de le corrompre ou de l'entraîner dans des voies qui sont préjudiciables pour lui. Bon, de façon à rendre la corruption onéreuse, choisie par ordre alphabétique dans la liste des citoyens. Aucune institution ne pouvait être plus démocratique, ni ajouter ses adversaires plus absurdes. Pendant la guerre du Péloponnèse, qui dura toute une génération, 770 ans avant Jésus-Christ, et où la puissance militaire de Sparte, donc 30 ans, de Sparte combattit et finit par vaincre la puissance navale d'Athènes, le parti oligarchique athénien, ayant à sa tête Critias, plaida l'abandon de la démocratie en raison de son inertie pendant la guerre, et secrètement prôna le gouvernement aristocratique de Sparte. Beaucoup de chefs du parti furent exilés, mais lorsqu'Athènes finalement se rendit, une des conditions de paix qu'imposa Sparte fut le rappel de ces aristocrates exilés. À peine de retour à l'instigation de Critias, ils fomentèrent une révolte de riches contre le parti démocratique qui avait gouverné durant la désastreuse guerre. La révolution échoua et Critias lui-même tomba dans la mêlée. Or, Critias était un élève de Socrate et un oncle de Platon. Ah, c'était toute une famille. Voilà, là j'arrête pour ce chapitre. Le deuxième chapitre, ce sera Socrate. Je lis la première ligne. Si nous pouvons juger d'après le buste qui s'est conservé parmi les ruines de la sculpture antique, Socrate était loin d'être aussi beau que peut l'être même un philosophe. Oui, mais la beauté des laits se voit sans délai. Voilà, j'arrête là pour cette deuxième vidéo concernant Platon. À très bientôt. Merci de votre écoute.